Nous allons commencer. Vous n'avez pas trop chaud, moi j'ai un petit peu chaud, j'ai demandé à ce qu'il y ait un petit peu d'air qui soit vide. Parce qu'on va... Maurras va nous faire un peu carburer, je pense, ce soir. Et je vous remercie d'être venus nombreux, ce qui prouve que le sujet est intéressant. En tous les cas, il est d'actualité. C'est la République et Madame le ministre de la Culture qui l'a en quelque sorte remis en selle un Maurras qui serait passé dans l'histoire de manière un peu incognito si elle n'avait cru bon d'intervenir. Et vous savez comment. Le livre des commémorations officielles pour l'année 2018 a été publié en janvier et il se trouve que Maurras, et je sais d'ailleurs comment, puisque c'est des amis qui y ont travaillé sous le patronage du Haut Comité officiel pour les commémorations, présidé par M. Jean-Noël Jeannet, une grande dynastie républicaine, s'il en fut, et pas une famille spécialement amie de Maurras. Ils avaient eu l'occasion de discuter, avec le grand-père, et peut-être même l'arrière-grand-père. Et toujours est-il que Madame Nyssen a cru bon de revenir sur le fait que Maurras soit inscrit dans les commémorations officielles, puisqu'il est né en avril 1868, et donc il y avait la commémoration de son anniversaire, et c'était une occasion évidemment d'en parler. Mais il n'y avait pas de notation particulière dans ce livre. Et il a fallu que, sous la pression des aboyeurs de la gauche traditionnelle. Oui, asseyez-vous, asseyez-vous. Excusez-moi. Merci, madame. Et donc il a fallu qu'elle remette en cause le nom même. Alors, du coup, le Haut Comité a donné sa démission, enfin 10 membres sur 12, dont Jean-Noël Jeannet et dont Pascal Horry, qui sont quand même des personnalités éminentes. Et je trouve que c'est tout à leur honneur. J'en ai parlé dans Politique Magazine, dans l'avant-dernier ou le dernier Politique Magazine, puisqu'on a fait un petit dossier sur Charles Maurras. Et je trouve que c'est vraiment tout à leur honneur. Et ça préserve quand même une certaine liberté de pensée dans notre pays, où il est interdit de prononcer même des noms de personnes, puisque ces noms sont ostracisés, et donc il n'est pas permis même d'évoquer la personnalité, l'existence de Maurras. Alors à cette occasion, il en a été de nouveau question, tout le monde en a un petit peu parlé, mais chacun avec sa connaissance. Et ce qui me frappe, c'est que, dans le fond, même ceux qui prétendent le connaître le connaissent très peu, sauf, on va dire, quelques spécialistes. Mais les gens ont peu lu son œuvre, la connaissent moins, et surtout ne se sont pas intéressés à la personnalité. Alors vous avez bien sûr la tradition d'Action française, qui existe toujours, et qui maintient le flambeau, et par conséquent, d'une certaine manière, la pensée de Charles Maurras. Mais la puissance de son œuvre, ce qu'a été sa personnalité, et particulièrement entre les deux guerres, entre 1918 et 1939, les gens n'en ont plus idée. C'est une personne qui a véritablement rayonné, et il n'a pas fait simplement un rayonnement à propos de sa propre personne, mais en raison de son œuvre et de ses idées. Alors, ce soir, je vais aborder un sujet bien singulier, et j'ai toujours une certaine appréhension en appréhendant devant des publics divers. Ça fait plus d'une quarantaine d'années que je fais des recherches dans ce domaine, mais je n'ai jamais le temps véritablement de mettre ces recherches au propre. J'ai donné des conférences, il y a maintenant plus de 20 ans, des séries de conférences sur ce que j'appelle les œuvres mystérieuses de Maurras. Sa poésie, mais aussi bien un certain nombre de ses ouvrages, de ses œuvres,
dont le premier livre qu'il ait écrit et qui porte ce titre énigmatique de Le chemin de paradis. 1868-1952, donc Maurras meurt le 16 novembre 1952, et vous savez qu'il meurt à la clinique Saint-Symphorien, près de Tours, et il a simplement une grâce médicale. En réalité, il a été condamné en 1944, en septembre 1944, à la dégradation nationale. Il n'avait plus qu'un numéro d'écrou dans un procès qui a été particulièrement inique, comme il y en a eu beaucoup à cette période-là. Et comme on disait notre ami Jean-Marc Varro, accuser Maurras d'intelligence avec l'ennemi, c'est un peu singulier, d'intelligence certes, mais avec l'ennemi. En plus de ça, l'Allemagne, dont on savait qu'il était l'adversaire le plus acharné qui ait jamais existé dans notre langue, ça paraissait quelque chose de vraiment singulier. Toujours est-il que c'est une personnalité extrêmement attachante. Son œuvre, on la voit se développer, on peut dire, vous connaissez en gros son histoire, je ne fais que l'évoquer très très vite pour aller à ce qui me paraît important ce soir, ce qui pour moi est l'essentiel. Donc il est martégal, il est né à Martigues, en Provence, d'une famille martégale. Les Maurras étaient des morts, hein, comme leur nom l'indique, mais la famille de sa mère était martégale, avait occupé des offices municipaux. C'était de la bonne bourgeoisie, petite bourgeoisie, mais provinciale. Et son père était inspecteur et collecteur des impôts. Et alors il a une enfance, mais son père meurt meurt jeune, et lui il est orphelin très, très rapidement. Il a une enfance heureuse, riante, et puis il se fait remarquer assez vite pour la qualité de son intelligence, la vivacité de son esprit et de son caractère. Donc il fait de bonnes études au collège d'Aix, et puis vers l'âge de 13 ans, une surdité le frappe progressivement et puis définitivement. Et à ce moment-là, il est pris en charge par un prêtre du collège d'Aix, qui s'appelle l'abbé Penon, qui deviendra Monseigneur Penon. Et alors il a droit évidemment à des leçons particulières qui lui permettent d'avoir une appréhension très très profonde des auteurs anciens, grecs, latins, et un garçon très cultivé, puis qui se met du coup beaucoup à lire. Je passe rapidement, il monte à Paris après son bac en 1885, et puis il commence une carrière de journaliste. Alors d'abord dans les annales de philosophie chrétienne, parce que il était très passionné par les idées philosophiques, il se lance dans la philosophie, il y connaîtra ce qu'il appellera des échecs, de douloureux échecs. Il n'arrive pas à adhérer véritablement à une philosophie comme on les faisait à l'époque, c'est-à-dire des philosophies qui étaient en sorte des monismes, c'est-à-dire tout est donné, tout est livré, et vous n'avez plus qu'à entrer dans le discours du maître ou du censé maître, et vous défilez votre affaire, et c'est comme ça que vous êtes philosophe. Donc il s'essaye ensuite dans la littérature, il écrit dans de nombreux journaux littéraires, il s'intéresse au Félibrige, il s'intéresse au renouveau mistralien en Provence, et dans les années 1892, il se bat même au sein du Félibrige pour donner au Félibrige une orientation beaucoup plus politique et d'une certaine manière beaucoup plus violente. Le Félibrige, à l'époque, était un peu entre les mains des vieux radicaux, les rouges du Midi, et Maurras a tenté, avec son ami Frédéric Amoretti, un coup d'État dans ce cadre-là, et il a donc fondé un nouveau Félibrige, avec l'accord de Mistral d'ailleurs, de façon étonnante. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que Maurras s'est intéressé dès son plus jeune âge aux questions des libertés. Et avant de devenir une sorte, ce que l'on croit être un théoricien de l'autorité, de la restauration de l'autorité, en particulier de l'autorité de l'État en France, Maurras a d'abord été un défenseur des libertés. Pour lui, l'autorité, quand il s'est intéressé à l'autorité,
c'est parce qu'elle devenait le moyen de sauvegarder les libertés et de les garantir. Très important, parce qu'on a fait de Maurras une sorte de jacobin de droite, ce qui n'a jamais été. Il n'y a pas eu une ombre d'étatisme chez Maurras. Aujourd'hui, vous savez, on se dispute sur la SNCF. Vous lisez l'enquête sur la monarchie. La première partie de l'enquête, c'est sur les libertés, la décentralisation. Sa première brochure politique s'intitule « Une idée de la décentralisation ». Vous vous rendez compte? Bien avant M. Raffarin et M. Deferre. Et la décentralisation de Raffarin et Deferre, chacun sait qu'elle est au service de l'État et de l'État jacobin, et plus exactement de l'État partisan. Et l'État partisan est comme nécessairement jacobin, il ne peut pas faire autrement. Il convient d'abord de formater l'électeur, comme on dit. Et Maurras était donc un partisan des libertés provinciales et des libertés linguistiques. Et pour lui, la restauration de l'autorité était la condition indispensable de la restauration des véritables libertés, à la condition que cette autorité soit précisément indépendante, forte, et ne soit pas liée indéfiniment à un système électoral qui en restreignait forcément non seulement les libertés, mais qui en faisait un État nécessairement totalitaire. Ça, c'est une de ces démonstrations essentielles, et je vous parlais donc de l'enquête sur la monarchie, parce que c'est toute une partie de l'enquête sur la monarchie, 1900, 1900, à l'orée du siècle, du XXe siècle, 1900. Et à l'époque, il disait, mais c'était à propos pas des transports, c'était pas la SNCF, mais c'était l'époque où l'État était marchand d'allumettes et marchand de cigarettes. Et Maurras disait, mais est-ce que c'est le rôle de l'État de fabriquer, de vendre des cigarettes et des allumettes? Aujourd'hui, on pose la question à propos de la SNCF. C'est assez amusant de penser qu'il y a 50 ans, quand on en discutait, quand nous en discutions, les gens de mon âge, avec les camarades, et qu'on disait peut-être que l'État n'était pas forcément le transporteur le plus génial qu'on puisse imaginer, évidemment, nous avions nos amis qui disaient non, c'était inenvisageable, il faut que ce soit l'État qui, l'État que. Et aujourd'hui, on en est pratiquement à quelque chose qui peut ressembler à un bradage, après avoir, au contraire, assuré que, aussi bien au public qu'aux cheminots qu'on engageait, alors on va assurer que l'État serait toujours là, le garant de la pérennité de l'entreprise. Bon, peu importe, ça c'est l'actualité, mais c'est intéressant parce que Maurras c'est très actuel. Toutes les discussions actuelles, on les retrouve, et on les retrouve je vous dis, dans son enquête dès les années 1900. Et en même temps qu'il poursuit sa démonstration politique, Maurras, qui avait donc une formation littéraire, une formation philosophique, une formation générale, s'attache aux idées et au combat des idées. Parce que pour lui, l'esprit français actuel est prisonnier d'un carcan d'idées, ce que nous connaissons bien, que nous appelons entre nous la doxa. On n'a pas le droit de penser en dehors de. La preuve, à propos de Maurras, le fait même de mettre son nom dans un livre de commémoration officielle a provoqué l'ire de ceux qui sont les détenteurs de la vérité officielle. Et Maurras proteste contre ça. Il voudrait essayer de libérer l'esprit des Français pour qu'ils puissent réfléchir. Mais réfléchir à quoi? Ce qui le préoccupe en premier, c'est la France. Et on peut dire que dès l'âge, on va dire, dès qu'il a fini sa crise philosophique, sa crise religieuse, théologique, parce qu'elle a eu un aspect théologique très profond, ce qui est peu noté par les biographes, on voit très bien que sa religion devient en quelque sorte une religion naturelle qui est la religion de la France. Et sa préoccupation, c'est la France. Et il pense qu'il faut mettre au service de la France des idées politiques justes, vraies. Il ne s'agit pas d'avoir des idées généreuses, des idées ceci, des idées cela, mais des idées vraies à propos de la France. Et que la France est malade de quelques idées qui font que les esprits français sont prisonniers et n'osent pas regarder leur histoire en face, parce que s'ils regardaient leur histoire en face, ils seraient obligés de conclure au caractère néfaste des institutions dont ils se flattent, et dont on les flatte, à travers, qui seraient prétendument les institutions phares qui ont illuminé le monde au cours du 19e et du 20e siècle. Mais ces idées, ces institutions ont détruit structurellement la France, profondément,
Ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas eu des aspects de modernité intéressants, etc., tout ce que l'on voudra, hein, bien sûr. Maurras ne s'attachait pas aux détails. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que ça a entraîné des ravages dans le monde entier. L'Europe a été littéralement démolie par ces idées. La vieille Europe, et puis pas simplement l'Europe, mais le monde entier. Et c'est tout à fait juste aujourd'hui quand on dit que la Russie a été victime des idées de la Révolution française. Le modèle indépassable, et c'est Solzhenitsyn qui le rappelle, mais c'était dit par Lénine lui-même, de Lénine, de Staline, c'était Robespierre, c'était la terreur. Ceux qui ont inventé la terreur et le terrorisme, ce sont, pardonnez-moi, malheureusement, les révolutionnaires français. C'est-à-dire le modèle que l'on nous présente aujourd'hui encore comme le seul valide. Le seul valide. C'est bien qu'il est impossible de discuter. La République devient une religion. La République est la religion. Et alors cette religion a cet avantage pour ceux qui en sont les détenteurs, qui en sont les prêtres en quelque sorte, c'est-à-dire les hommes politiques et les intellectuels qui vivent de ce mythe, c'est que ça assoit leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de Maurras. Ils n'ont pas peur de Céline, ils n'ont pas peur de Brasillac, ils n'ont pas peur des autres auteurs. Ils en parleront, ils les stigmatiseront, bref, ils diront il y a à prendre, il y a à boire, il y a à manger, il y a à rejeter. Mais Maurras, c'est un cas particulier, parce qu'il est le seul à être allé au fond de la question, et de manière très claire, bien que sa pensée soit très structurée, et quelquefois, peut-être, surtout pour des modernes, un petit peu difficile à appréhender. En tous les cas, ça demande un certain exercice intellectuel. Mais sa pensée est très claire. Ce n'est pas du tout un homme qui s'encombre, comme font les intellectuels modernes. Vous savez, on ne peut pas écouter un discours d'un tel, je ne donne pas de nom, mais c'est insupportable, sans que ce soit un paquet de citations pour montrer qu'on a tout lu, on a tout lu pour rien, parce que rien n'a été assimilé. Ce qu'il y a d'intéressant chez Maurras, c'est qu'il a vraiment une idée centrale dans sa vie. Et cette idée centrale, c'est celle que je viens de vous dire. La France est malade de ses institutions. Ça, c'est un raisonnement très simple. Très simple. Par exemple, il montre la façon dont les autorités sont désignées fausse complètement la représentation en France. Et il le montre admirablement. Et c'est pire qu'aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. On a voulu copier les pays anglo-saxons, mais c'est pire en France. Pourquoi? Parce que dès la Constituante est apparu le phénomène partisan. Le club breton, dès le départ. Ensuite, c'était les clubs. Il fallait dominer un club pour en pouvoir ensuite dominer l'Assemblée. La Constituante, la législative et puis la Convention. Et le patron du club était celui qui devenait le patron de l'Assemblée et qui faisait donc la loi. Parce que la loi était absolue. Absolue. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis, où les lois sont restreintes. Nous avons adapté un système prétendument anglo-saxon au motif qu'il fallait suivre Montesquieu, etc., Voltaire et tous les autres. Mais en réalité, concrètement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est la démonstration de Maurras, elle est simple, elle est toute claire. Chez nous, la représentation, elle est faussée, elle est biaisée, parce qu'elle est fondamentalement partisane. Et c'est vrai même encore aujourd'hui. Et à chaque moment de crise des institutions, on essaye de se sortir de ce système, mais c'est pour y retomber. Combien ont essayé? De Gaulle. Macron, il essaye. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour réussir? Il faut qu'il crée un parti. Et le problème de son parti, c'est qu'idéologiquement, il est moins façonné que les autres. Et il sait très bien que c'est son risque. La République ne peut sortir de son problème que par le césarisme ou la bureaucratie. À cause de la faiblesse de sa légitimité profonde. Elle n'a pas de légitimité historique. Voilà la grande démonstration de Maurras. Et alors, la difficulté est la suivante. Et c'est pour ça qu'il y mêlait un combat des idées. Tous ces premiers livres qui sont en réalité une reprise de ces nombreux articles dans la Gazette de France, dans le Soleil, etc. Tous ces premiers livres en témoignent. Quand les Français ne s'aimaient pas, ce titre sur lequel le président Pompidou, qui d'ailleurs a fait un éloge de Maurras avant de mourir, dans son discours à Sciences Po, et puis dans son nœud gordien également, ce qui lui a été reproché, hein, évidemment. Mais Georges Pompidou était un homme élégant, intellectuellement élégant.
à la différence de beaucoup d'autres qui l'ont suivi. et Maurras montrait, alors il avait cité ce livre, Quand les Français ne s'aimaient pas, mais Pompidou pensait que c'était quand les Français ne s'aimaient pas entre eux. Mais c'est pas ça dans la pensée de Maurras, c'est quand les Français ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est-à-dire exactement ce que nous vivons aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Alors vous avez dans ce livre qui est extrêmement encore facile à lire et extrêmement agréable, alors c'est avec des auteurs qui sont moins connus maintenant, mais Maurras se plaît à souligner qu'il y a toujours une philosophie française, par exemple. Ben non, il n'y a rien à faire. À la Sorbonne, on enseignera la philosophie allemande. Et c'est là qu'on peut dire que Maurras va devenir fondamentalement anti-germanique, parce qu'il ne supporte pas cette domination intellectuelle allemande. Il pense que les Français ont en eux, du point de vue littéraire, du point de vue philosophique, du point de vue théologique, du point de vue artistique, qu'ils ont des capacités, et lui, ce qu'il veut, c'est restaurer la tradition française. D'où son combat contre le romantisme, dans la mesure où le romantisme nous a rendus, d'une certaine manière, tributaires de conceptions étrangères à notre grand style à nous, qui est le style français. Et que celui que les véritables étrangers qui aiment la France, je parle des véritables étrangers, et qui aiment la France, reconnaissent, et sont les premiers à reconnaître et à louer chez nous les grands Russes, les grands Anglais, les grands Allemands, parce qu'il y en a, et ils reconnaissent à la France quelque chose qui est proprement de son génie, mais qui a été gâché, qui est gâché par le fait que la France, au lieu de se féliciter d'être elle-même, elle s'emploie à se détruire et à se mettre à l'école, alors des étrangers, au sens le plus vulgaire qui soit. Et c'est le drame. Donc je prends cet exemple, mais il en est de même de tous les grands livres de Maurras, et notamment son voyage à Athènes en 1896, qu'il publiera un petit peu plus tard, et qui sont de ces grands livres où Maurras essaye de restaurer la grande tradition helléno-latine et française. Et alors, les Français sont prisonniers d'une religion qui s'appelle la République. Et nous en sommes encore, à l'heure actuelle, au même point. Et donc Maurras va commettre des impiétés. Ce qu'il veut, c'est amener les Français à franchir certaines bornes, que lui-même franchira, mais il ne les franchira jamais contre l'union sacrée. Si la République représente l'État français dans l'exercice juste de ses fonctions régaliennes, jamais vous ne verrez Maurras se transformer en révolutionnaire. Jamais. On le lui a même reproché pendant la guerre de 14-18. Et même pendant la guerre de 39-40. Il a suivi dans la mesure où, ben oui, c'était la République, c'était la chose publique, et la chose publique était tenue par des hommes qui n'étaient pas maurassiens, loin de là, et puisque j'ai évoqué 39-40, on a fait du maréchal Pétain une sorte de maurassien, tout ça est complètement débile. Le maréchal Pétain était un grand officier français, mais il était républicain, tout le monde le sait. D'ailleurs, il affichait. Moyennant quoi, ça ne n'empêchait pas de reconnaître la grande qualité de Maurras, de Charles Maurras. Mais tout ça, c'est des mythes sur lesquels nous vivons, parce que précisément, il y a une religion, et que c'est une religion fausse. Une religion fausse. Et c'est cette religion que Maurras va attaquer de toutes les manières. Et d'autant plus que, au moment où ces idées se précisent, c'est-à-dire dans les années 1890-1892, il se passe un événement qui, dans son esprit, est absolument tragique, et que vous connaissez tous sous le nom de ralliement à la République. C'est-à-dire que le pape, Léon XIII, croit bon, croit utile dans une encyclique, mais qui a été longuement préparée par le toast d'Alger, par des entretiens dans le Petit Journal, croit bon, donc en février 1892, de publier au milieu des sollicitudes cette encyclique dans laquelle il rentre dans les affaires françaises. Alors avec une démonstration d'apparence très simple et très séduisante. Pour ce qui était de lui, Léon XIII est connu pour être un esprit doué. Il
il écrivait le latin tout à fait naturellement. Ça lui faisait plaisir. Donc il se faisait plaisir à lui-même en écrivant en latin lui-même ses propres encycliques, ses propres textes. Il a dénoncé la maçonnerie, il a instauré le culte du Sacré-Cœur, il a développé la dévotion à la Sainte Vierge et le rosaire. Et voilà qu'en même temps, il prend des positions politiques de façon un peu tout à fait surprenante, en tous les cas qui a surpris le public français, le public cultivé français. Et le fond du raisonnement pour lui-même, de son côté, le côté pontifical est le suivant: la France est une république, la France est majoritairement catholique. À l'époque, vous aviez 96% des Français qui étaient baptisés catholiques. Les minorités étaient extrêmement minoritaires. Et elles étaient essentiellement protestantes et juives. Et il se dit, mais ils sont majoritairement catholiques, le gouvernement est un gouvernement parlementaire, la République venait de s'instituer en quelque sorte. Vous vous souvenez, 1871, 1873, les royalistes échouent à restaurer la royauté, ce qui est quand même un peu ennuyeux chez nous. Toutes les républiques ont été fondées par des royalistes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont tenu un peu, même la constituante. La majorité à la constituante était évidemment royaliste. Mais ils se sont fait avoir. Et ensuite, vous avez eu les lois constitutionnelles qui ont été passées les unes après les autres, et puis la fameuse loi sur la présidence. Et ensuite, les républicains se sont emparés de la République. Je vous rappelle ça, les fameux livres de Daniel Halévy, hein, la République des ducs, puisqu'au départ, elle était gouvernée par des ducs, hein, Breuil, Audifray-Paquier, Decazes, etc., qui d'ailleurs s'arrogeaient des sénatoriats à vie, ce qui leur permettait de se dire, mais les institutions, c'est pour nous qu'elles fonctionneront, on fera le roi après, mais pour le moment, c'est nous qui nous installons dans la République. Ils ont créé la deuxième chambre, donc le Sénat, et puis de façon à tempérer l'Assemblée nationale. Et puis, les républicains se sont emparés progressivement de la République. Ça devient plus facile quand vous expliquez à l'électeur que demain sera mieux qu'hier. Et qu'ils seront libres par rapport à ce que raconte le châtelain et par rapport à ce que raconte le curé. On reste stupéfait. Hein. À l'époque, c'est très bien raconté par Daniel Halévy, à l'époque, quand même, les gens qui tenaient le Sénat et l'Assemblée nationale, qui étaient majoritaires, tenaient également les villages. Ils tenaient l'armée. Le général Marquis-Boisdeffre, enfin bon, ils tenaient l'armée, ils tenaient les villages, ils tenaient les écoles. Parce que c'est pas la République qui a inventé les écoles, il y en avait dans tous les villages de France. Et elles étaient tenues par les bonnes sœurs, et très généralement sous l'œil du châtelain, du notaire, du curé. Eh bien, ils tenaient tout, et littéralement en 3 ans, ils se sont fait expulser presque de tout. Parce que quand la République, les républicains se sont emparés de la République, ils ont commencé par faire des promesses. Et c'était facile de faire des promesses. Tellement facile. Et donc ils ont gagné les élections. Et quand ils ont gagné les élections, les républicains ont fait la République des républicains, et non pas la République des royalistes. Vous voyez, le jeu de dupes, les royalistes ont fait la République des royalistes. Eh bien, ils se sont fait duper par les républicains qui se sont emparés de cette République et qui ont fait la République des républicains, d'où les lois, dès qu'ils ont pris le pouvoir, dès 1879, 1880, et la première loi, c'est les lois sur l'éducation. On fait semblant de faire croire au peuple qu'il ne sera éduqué que par la République, qui donne un enseignement obligatoire, gratuit,
mais il était déjà obligatoire et gratuit pratiquement en France, déjà pratiquement dès Louis-Philippe, en tous les cas sous Napoléon III. Donc c'est une tromperie, mais c'est une tromperie très très habile qui est ancrée maintenant. Le moindre petit énarque qui réussit ses études et qui parvient au sommet de l'État est absolument persuadé qu'il le doit à la République. Absolument persuadé. On lui dit non, ce sont tes professeurs, c'est le fait que tu as eu une bonne famille qui t'a fait faire, qui t'a poussé dans tes études et qui t'a aidé. Non, 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 c'est la République, c'est qui est un mot abstrait, c'est une religion. Eh bien, le pape rentre dans le pape, et derrière le pape, l'Église, toutes les autorités ecclésiastiques vont entrer dans ce même schéma, c'est-à-dire que le pape va se dire, mais moi je vais réussir, il suffit que j'ai la majorité, c'est un gouvernement parlementaire, donc les lois seront de bonnes lois catholiques, et le gouvernement qui est issu de la majorité, il sera vraisemblablement catholique. Et j'aurai une République française qui sera aux ordres du Saint-Siège. Il y a un livre dernièrement qui est apparu il y a 2 ans ou il y a 1 an, de Mattei, qui est un professeur italien, et qui a étudié mais à fond la question du ralliement, mais dans les documents du Saint-Siège. C'est extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit que Léon XIII était en fait un esprit assez réactionnaire pour ses conceptions à lui. Il était moderne pour les autres, mais il était réactionnaire pour lui, et que tout ce ralliement à la République, c'était parce qu'il pensait que par la France, il arriverait vraisemblablement à restaurer son pouvoir pontifical temporaire. Car vous savez qu'il était enfermé dans le Vatican depuis, comme son prédécesseur Pie IX, depuis 1870. Et que les Français étaient partis à cause de la guerre de 1870. Alors le pape fait ce calcul, mais il y ajoute d'autres calculs que vous trouvez dans tous les textes de l'époque qui sont assez sidérants, parce que ce calcul pourrait se comprendre dans la mesure où les monarchies de l'époque étaient sous influence très maçonnique, comme tous les pays du monde d'ailleurs à l'époque. Mais les monarchies, le Portugal, l'Espagne, même l'Autriche, il y avait une influence maçonnique abondante à Vienne. Et le pape se disait, je vais être moderne, j'aurai une république, et qui sera beaucoup plus souple, puisque les hommes politiques parvenus au pouvoir seront parvenus au pouvoir grâce aux consignes que j'aurai données et au rassemblement catholique que j'aurai réussi à faire dans l'électorat. Alors ce calcul pourrait paraître judicieux, mais ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est transformé en consignes. Et puis en consignes qui sont devenues de plus en plus violentes, de plus en plus vives. Parce qu'il fallait absolument faire réussir la politique du pape. Et par derrière, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait d'autres explications qui étaient beaucoup plus inquiétantes. C'est-à-dire que le pape remettait en fait en cause toute autre institution en dehors de la sienne. Il avait du mal à concevoir une autorité qui puisse dialoguer avec lui, avec la sienne, pour trouver ce qui s'est fait à travers l'histoire, des compromis. Léon XIII n'était pas dans le compromis. Il était dans l'affirmation de ses idées, et avec cette conséquence qu'il disait, en toutes lettres, qu'il disait que la question politique, dans le fond, était relative, qu'elle n'était pas importante. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la consigne, elle, était absolue. Il disait, la question du régime n'a pas d'importance, république, monarchie, empire, qu'est-ce que ça peut faire? Ces choses-là sont totalement secondaires. Discours que l'on réentend aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. Du coup, on peut penser ce que l'on veut en politique. Il n'y a pas de vérité. Et il n'y a de vérité absolue que dans la foi catholique, bien sûr, dont moi, je suis, Léon XIII, le gardien. Vous voyez le danger qui, d'ailleurs, s'est retrouvé à plusieurs périodes, en plusieurs périodes de l'histoire, le danger, non pas que moi, je suis profondément catholique, comme vous le savez, je ne l'ai jamais caché, donc je crois à l'infaillibilité pontificale, et je crois au caractère absolu des dogmes de la foi. Mais à partir du moment où il met ça en comparaison avec les données politiques, il réduit les données politiques à de la poudre, à rien du tout.
et la politique ne restera plus qu'une question de consigne électorale. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est entré dans la consigne électorale. Et ça, Maurras, à ce moment-là, commence à rassembler ses idées, et cela met Maurras dans un état de révolte intellectuelle. Pour lui, il y a des vérités politiques. Il n'y a pas une vérité politique, mais il y a des vérités politiques. Et dans l'ordre politique, il est possible à la raison humaine, et en réfléchissant sur les données de l'histoire et puis les données des institutions, sur les données des sociétés, on est capable, en tous les cas, de faire émerger, d'induire, comme il disait, d'induire des vérités essentielles pour la survie de notre nation. Et Maurras se rend compte des ravages qui vont se produire par la suite. Alors je vous dis là des choses qui ne sont pas dites expressément dans des articles de Maurras, parce qu'il s'est bien gardé d'attaquer Léon XIII, si j'ose dire, bille en tête. Il l'a attaqué dans des contes cryptés, qui s'appellent précisément Le chemin de paradis, et ensuite dans tout un langage poétique dont je vous entretiendrai un peu tout à l'heure, si j'ai encore un peu de temps. Alors, pourquoi est-ce si important ? C'est parce que du coup, s'est développé dans cette atmosphère de ralliement, s'est développée une pensée théologique nouvelle, une exégèse nouvelle, une philosophie nouvelle, et j'allais dire une morale nouvelle, progressivement. C'est ce qu'on a appelé les curés démocrates. Alors je vous donne quelques noms, l'abbé Jules Pierre, il y avait un certain abbé Lugan, qui je pense n'a rien à voir avec notre ami, il y avait l'abbé Klein, il y avait l'abbé Loisy. Et sous prétexte de ralliement à la République, les Français en particulier, mais ce n'est pas simplement les Français, il y a eu dans toute l'Église une sorte de secousse, et il fallait absolument moderniser la foi, moderniser les dogmes, et faire entre l'Évangile et la Révolution un rapprochement nécessaire, que Pie X qualifiera plus tard de blasphématoire. La Révolution française n'est pas antichristique, elle n'est pas anti-évangélique, elle s'est traduite de cette façon-là parce que l'Église avait des positions traditionnelles trop réactionnaires, elle était attachée aux anciennes institutions. En fait, l'Église doit se détacher de ces institutions, s'ouvrir largement à la modernité et aux idées de la Révolution, et à ce moment-là, l'Évangile passera de lui-même, et très simplement, c'est un langage qu'on entend, et qu'on entend même encore à l'heure actuelle, même quelquefois jusqu'au plus haut sommet. Et si l'Évangile est adapté à la modernité, si l'Évangile est vraiment évangélique, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura plus de conflit avec la République. Et voilà la belle idée. Alors, vous avez eu tout de suite des gens qui ont pris parti, et qui ont... Vous savez que ça a été à l'époque une grande dispute entre Albert Demain et puis La Tour du Pin. Le marquis de La Tour du Pin disant bah, « ça me fait une belle jambe de rallier la République. Dans ma famille, ça ne se fait pas, et je ne le ferai jamais. Et le pape, il peut toujours attendre, mais en la matière, il n'aura pas ma voix. » Et puis Albert Demain, qui était très catholique, et qui avait fait des œuvres avec La Tour du Pin, les fameuses œuvres ouvrières, Albert Demain, lui, a commencé à constituer un parti avec Piou, Bazir, toutes sortes de noms qui maintenant ne vous disent plus rien, mais qui sont des jeunes gens, qui étaient à l'époque des hommes relativement jeunes. Albert Demain n'était plus très jeune, mais qui se sont donnés, et totalement donnés, sous la conduite des évêques et sous la conduite de Rome, à ce ralliement à la République. Et du coup, c'était peut-être pas exactement ce que prévoyait Léon XIII, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ça a renforcé cette idée dont je vous parlais au début, à savoir que la République est une religion de substitution. À partir du moment où on vous dit que, au nom de Jésus-Christ, vous allez bien voter dans le cadre de la République, et que c'est comme ça que vous allez sauver et l'Église et la France,
C'est terrible. C'est terrible. Au moins, le pape aurait pu prendre une certaine distance. Mais les consignes ont été, je peux vous le dire, extrêmement violentes. J'ai lu, parce que j'ai beaucoup travaillé cette question, j'ai lu les articles de la Croix de l'époque, au moment des premières élections qui ont suivi, c'est-à-dire dans l'année 1893, 1892, élections municipales au printemps, et ensuite en 1893, les élections législatives. Dans la Croix, les bons pères rédemptoristes disaient, là, dans les villages où il y aura eu des votes pour le bon député, le bon vote catholique rallié, nous ferons dire autant de messes qu'il y aura eu de bulletins de vote. C'est ce qu'on appelle, autrefois on appelait ça de la simonie. C'est en toutes lettres, je vous le dis. C'est stupéfiant. Alors Maurras qu'on présente comme un athée de service, un agnostique, je ne sais, alors que le mot mystère, le mot Dieu, le mot myste se trouve dans sa poésie, dans ses œuvres, ces mots reviennent constamment. Maurras va écrire ses premiers contes. Alors d'autant plus que dans l'année 1892-1893 paraissent des contes chrétiens. Voilà, le livre est là, un vieux livre, Contes chrétiens de Théodore de Wizeva, qui est un Polonais et qui a marché complètement dans cette affaire. Alors vous aviez beaucoup d'organismes, hein. Vous aviez l'Union chrétienne, vous avez même eu, ils ont constitué même une ligue de l'Ave Maria pour faire prier pour les bonnes élections. Et donc Théodore de Wizeva écrit des contes dans cette ambiance. C'est un catholique polonais, très cultivé. C'est lui qui a traduit le Maître de la Terre de Benson. Mais c'est étonnant parce qu'à l'époque, il était très séduit par une sorte de socialisme chrétien révolutionnaire et il écrit des contes chrétiens. Et ces contes chrétiens, c'est, comment dire, une adaptation de l'Évangile. Alors, vous avez les pèlerins d'Emmaüs, vous avez la veuve de Naïm. Alors, il refait l'histoire, il prend un verset de l'Évangile, et puis ensuite, il développe, il enjolive, et il raconte une histoire d'où il ressort que l'Évangile est une force de révolution, une force d'amour, bien sûr, d'amour universel, et qu'on allait constituer une nouvelle société. Et il en écrit ainsi une série, 4 contes dits chrétiens. Maurras lit, il connaissait Théodore de Wizeva, dans les milieux littéraires, il lit ces contes chrétiens, et dans la revue blanche, où ils paraissent, il écrit des articles de contestation de ces contes chrétiens. Et l'un de ces articles s'intitule « La bonne mort », qu'il va reprendre ensuite sous forme d'un conte qui va s'intituler « Le conte de la bonne mort », qui a été reproché à Maurras et sur lequel, avec le conte des serviteurs, il a été, pour ainsi dire, condamné. Alors, qu'est-ce que c'est que ces contes ? Maurras répond aux contes chrétiens. Et cette atmosphère de la fin du XIXe, où l'Église, l'Évangile, servent de paravent, servent d'argument, servent de prétexte à un ralliement à la République, qui, elle, au fur et à mesure qu'elle avance, continue à persécuter. Le calcul de Léon XIII, ce ne serait pas correct de le dire, mais c'est avéré faux. Il a été vraiment faux. Il s'est passé exactement le contraire, jusqu'à 1905. C'est-à-dire que la République, au fur et à mesure que les ralliés se ralliaient, et les républicains étaient là, et veillaient, et disaient, pour bien montrer que vous êtes ralliés, vous vous ralliez aux lois de la République. Vous connaissez ça? Nous connaissons ça. Ça fait 150 ans que nous vivons ça. Il faut que vous montriez que vous êtes vraiment et sincèrement républicain. Et donc, par conséquent, vous êtes pour la laïcité, vous êtes pour l'enseignement laïque, vous êtes pour l'expulsion des congrégations, vous êtes pour le retrait de l'Église de toutes les lois,
qu'elles soient morales ou qu'elles soient toutes les questions de conduite. Et le rallié était toujours obligé de concéder. Alors, sinon, vous n'êtes pas républicain, sinon ça prouve que vous n'êtes pas vraiment rallié. Vous voyez la dialectique? Et vous la connaissez parfaitement, nous connaissons ça régulièrement. Et là, je crois que ça va recommencer. Parce que Macron a été très habile lundi soir pour parler aux évêques qui ont tous applaudi en standing ovation, comme on dit maintenant, et sans se rendre compte que c'est un jeu de dupes. Ça veut dire tu votes pour moi, tu me soutiens, mais évidemment, tu me soutiens dans mes propres actions à moi. Et vous avez remarqué qu'évidemment Macron n'a parlé ni de la GPA ni de la PMA, il a dit on en parlera, mais voilà, quand il le faudra et au moment opportun. Alors je continue mon affaire, parce que tout cela, le jeune Maurras de 23, 24 ans l'a anticipé, il l'a vu, et il l'a dit sous forme de conte païen, pour répondre aux contes chrétiens. Donc il a écrit des contes païens. C'est extraordinaire. Il en a écrit 9, et il l'a intitulé « Le chemin de paradis ». Alors l'immense erreur qui a été commise pour ces contes, comme pour ses autres œuvres, jusqu'à son Monde Saturne qu'il a écrit en prison en 15 jours, et qui est aussi un livre allégorique, qui est un conte moral et policier, comme il disait lui-même, mais qu'il a réécrit en fait, parce que d'après ce qu'il dit, c'était déjà écrit en 1889. Et ce Monde Saturne qui clôt. Il ouvre sa vie avec le chemin de paradis, des contes païens qu'il intitule Mythes et Fabliaux. Et puis, la fin de sa vie, le Monde Saturne, qui explique sa vie, l'amour pour une belle dame, la plus belle dame qui soit, avec qui il s'est enfermé pour les 1000 ans de poésie française, mais qui est mal marié par l'Église et par l'État à un homme qui la trompe, qui la pille, et qui abuse d'elle. Si c'est pas clair, une fois qu'on a compris, on a tout compris. Et c'est extraordinaire. Alors je vais vous lire la préface, parce que ce livre du chemin de paradis a servi à le condamner. Mais il y reviendra. Et cependant, il le publiera. Et il en refera une publication, et notamment le Conte de la Bonne Mort, sous forme de bibliophilie, en 1926, au moment de la recondamnation par Pie XI de l'Action française. Alors, le malheur de ce petit livre, c'est qu'il a été pris au premier degré. Il ne faut pas le prendre au deuxième. Au premier, il ne faut ni le prendre au deuxième ni au troisième, c'est au cinquième et sixième degré. Alors il le dit, il le dit en toutes lettres. Alors je vous lis qu'un petit passage, parce que c'est d'abord écrit admirablement dans une langue incomparable. Gardez donc, il se parle à Amouretti, son ami, qui semble avoir été le seul qui a été mis, et encore j'en suis pas tout à fait sûr, dans le secret. Gardez donc de vous attarder à la lettre et à l'apparence. Tous ceux qui ont critiqué Maurras se sont attardés à la lettre et à l'apparence. Je me souviens quand j'étais jeune homme et que je m'interrogeais déjà sur le chemin de paradis. Les vieux de l'Action française qui avaient connu l'avant-guerre et qui avaient tout connu et que je respectais beaucoup me disaient « Hilaire, il ne faut pas s'intéresser à ça. Ça, c'est l'œuvre maudite de Maurras, il faut la laisser de côté. C'est comme ses poésies, c'est pas très bien, c'est pas très compréhensible. Et c'est avec ça que nous avons été condamnés. Donc on n'en parle plus et on garde l'œuvre claire de Maurras, sa démonstration de la nécessité de la monarchie. » Et intérieurement, je me disais, au fur et à mesure qu'il me parlait, je me disais, ça ne colle pas. Et c'est comme ça que j'ai été amené, au cours de mon existence, de ma vie, à plusieurs reprises, de réfléchir sur des textes que je connaissais par cœur, la poésie de Maurras en particulier, enfin un certain nombre d'entre elles en tous les cas, et que réfléchissant, je me disais, mais on n'a pas compris le sens. Et un jour, progressivement, je me suis dit, il faut trouver le sens, et il est venu. Et c'est extraordinaire. Pas le fait que j'ai trouvé, qui a, comme disait l'autre, peu d'importance, mais le fait que ça donne à Maurras une ampleur extraordinaire, et c'est ce que je vais vous développer. Gardez donc de vous attarder à la lettre et à l'apparence. J'ai écrit un livre de fables.
N'y cherchez pas la nouveauté des intrigues ourdies, ni des étrangetés d'attitude et de peinture, ni davantage aucun souci de couleur historique. Donc ce n'est pas de l'histoire qu'il fait. Plus exactement, c'est de l'histoire contemporaine. Il raconte ce qui est en train de se passer sous ses yeux, sous nos yeux. J'ai banni ce souci. Je me suis défendu jusque de la joie de peindre Arles antique. Il y a tout un conte qui se déroule en Arles. Et non. J'ai laissé le désir de cette émotion ou vision du monde dont on fait tant de cas. Fuyant le sublime à la mode, j'ai même tâché, écoutez bien cela, écoutez, fuyant le sublime à la mode, j'ai même tâché de répandre partout une égale lumière. C'est un abri et un bouclier que la lumière, elle est impénétrable aux curiosités du commun, les mystères qu'elle recouvre ne seront jamais divulgués, je lui ai confié les miens. Alors, quand vous prenez plusieurs passages qui sont de la même eau, de la même veine, à la fin, après avoir fait semblant de dire des blasphèmes, parce que le blasphème était en fait dans son esprit un anti-blasphème. Mais évidemment, les gens qui lisent à première vue comme ça, très rapidement, avec l'intention de condamner, ils vont chercher le blasphème pour le blasphème. Mais c'est pas cela. Vous connaissez les mots de l'hymne angélique. Sous les diverses apparences, simples signes à peine réels se cachent de belles substances. C'est l'hymne qu'on appelle angélique et qui est l'hymne de saint Thomas d'Aquin à propos des espèces du corps et du sang du Christ. Donc il fait référence à cela. Sous l'imperfection du travail et l'indignité des matériaux, vous doit apparaître sensible la face des belles idées. Ce serait trop d'orgueil de penser que je les ai pu si entièrement obscurcir qu'il n'en soit descendu dans ce livre quelque étincelle. De leur ciel triste et pur, elles laissent errer un sourire sur ce chemin de paradis dont les pèlerins fatigués reconnaîtront à ses clartés quelle voie ils parcourent et comment l'âme noble y est induite à la conception des vrais biens. Alors vous direz, vous ne citez pas le passage blasphématoire. Non, mais c'est pas la peine, parce que je le ferai si volontiers si on avait le temps. On le fera peut-être tout à l'heure. Maurras dit qu'il s'attache à la tradition spirituelle de la France et de l'Église pour empêcher une conception révolutionnaire qu'on pourrait tirer du Magnificat. Et il a raison. Si vous prenez au pied de la lettre, fût-elle évangélique, mais notre Seigneur l'a dit, on se trompe. C'est précisément le procédé de l'Antéchrist. Personne ne parle de l'amour comme Macron, au moment même où il... Pardonnez-moi, je ne sais pas, peut-être que vous êtes pompeux d'ailleurs à voir, parce que l'homme est intelligent, il n'est pas idiot, et il pourrait avoir de bons côtés. Le malheur, c'est qu'il est dans des institutions qui le détruisent lui-même sans qu'il s'en rende compte. Mais il y a quelque chose, si vous voulez, de vraiment tragique. Alors maintenant, venons aux 9 contes, mais très rapidement, parce que le temps passe, mais c'est absolument et littéralement passionnant. Il divise ces contes du chemin de paradis, je m'attarde là-dessus, puis on parlera un petit peu du reste après, s'il y a encore un petit peu de temps. En 1800, donc les premiers contes, il les écrit en 1892. Et il les publiera en 1894. Et il s'arrangera pour que le livre soit daté de 1895. Et tout ça est chez lui toujours volontaire. Il fait exprès. Alors, 3 séries de 3 contes, ça fait 9 contes. Le premier s'intitule Religion, les 3 premiers. Les 3 suivants s'intitulent Volupté, et les 3 derniers s'intitulent Harmonie. Religion. Le premier conte, le miracle des muses. Alors je fais très bref, parce que je m'attarderai sur 1 ou 2 contes qui sont plus significatifs. Mais c'est très éclairant. Maurras montre, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que l'Église et l'État
n'étaient pas encore séparés. Et donc vous aviez à l'intérieur de l'État républicain des gens qui étaient censés défendre, et vous aviez des facultés de théologie. En Sorbonne, il y avait une faculté de théologie, comme il y a, à l'heure actuelle, il y en a encore à Strasbourg. Et Maurras montre comment la théologie qui va se rallier à la République va perdre la grâce. C'est-à-dire, ça ne va plus devenir qu'un simple raisonnement. Et il décrit exactement la dérive philosophique de l'époque, à la Sorbonne, avec les Renouviers, bon, je ne vais pas vous donner tous les noms des philosophes de l'époque, mais qui étaient connus, qui étaient réputés, et qui, en fait, deviennent progressivement, sous l'influence d'ailleurs de la Grande-Bretagne, de la religion officielle de la Grande-Bretagne, deviennent en fait concrètement des gens qui ne raisonnent plus que pour raisonner. Alors Maurras montre un Phidias, qui est donc en exil hors d'Athènes, et qui fait de très belles statues. Mais au fur et à mesure qu'il fait ces très belles statues, c'est-à-dire c'est lui qui est chargé de penser, donc on pense, eh bien, progressivement, il devient de plus en plus impie, et en réalité, il dit, c'est moi qui suis l'auteur de ces œuvres. C'est plus la grâce. Et l'Église, en ralliant la République, va transformer sa religion, en tous les cas sa religion officielle, en une technique, en une pure technique, qui n'aura plus la grâce. Et Maurras raconte un fait réel qui s'est passé en 1893, c'est-à-dire que cette philosophie a déclaré ne plus exister, elle s'est suicidée. C'est la mort de Dieu. Le ralliement à la République va entraîner cette conséquence dans la pensée officielle française et dans la pensée internationale, dans toute l'Europe, ce qu'on a appelé précisément la mort de Dieu. C'est ça ce qu'avait voulu Léon XIII. Le deuxième conte, qui s'intitule Le jour des grâces, se place sur le plan sentimental. Vous avez un sage qui s'appelle Euphorion, qui a deux esclaves. Alors jamais les exégètes de Maurras du côté démocrate chrétien ne se sont donné la peine d'essayer de comprendre qui étaient ces deux esclaves et ce qu'ils symbolisaient. Parce que vous comprenez que tout est allégorique et tout est symbolique. Et avec une symbolique qui d'ailleurs correspond à la symbolique de l'époque, des Maeterlinck et de toute la poésie de l'époque, des Hoffmann. Mais c'est assez étonnant, des Huysmans, pardon. C'est assez étonnant de voir que ce refus de comprendre le conte et de le resituer dans l'époque. Et donc il a deux esclaves, un qui s'appelle Icétas et l'autre qui s'appelle Siron. Et Icétas, c'est le sentiment religieux païen, dont vivait la littérature, dont vivait le discours officiel, dont vivait la politique officielle. C'est-à-dire qu'on faisait toujours référence aux dieux de l'Antiquité, étant entendu que ces dieux de l'Antiquité faisaient partie de notre, jupitérien, par exemple. On dit plus de choses en disant jupitérien qu'en employant des périphrases. Et la même chose pour Siron. Siron, c'était l'esclave, c'était cette façon de s'exprimer en se servant de la Bible. Et donc ces deux esclaves prétendent se libérer de la sagesse d'Euphorion. Et donc ils vont dans la grande cité qui, depuis 50 ans, use et abuse de tous les plaisirs. Et c'est donc la cité du romantisme déchaîné, où finalement, après avoir usé de tous les plaisirs de la danse et de la luxure, on se livre au plaisir de la nourriture, et donc tout le monde va être nourri du garium. Alors c'est assez amusant, parce qu'on voit très bien que Maurras s'amuse beaucoup, et il s'amuse beaucoup. Et en réalité, c'était le plat le plus commun et le plus vulgaire dans l'Antiquité latine que l'on servait aux esclaves, précisément. Et donc, c'est cette prétendue démocratie universelle que l'on veut créer, une grande fraternité où tout le monde partage les mêmes mets, les mêmes plaisirs, les mêmes goûts. Bref, Maurras décrit à l'avance exactement la société moderne telle qu'on la voit, et où se perdent finalement les deux sentiments religieux, naturel et surnaturel, qui pouvaient structurer la vie. Et donc les deux meurent. Plus exactement, l'un des deux s'en tire, parce que la cité est évidemment
assailli par des barbares. Et les barbares, vous imaginez bien ce que c'est toutes les philosophies, là, réellement païennes, qui viennent à l'assaut de la cité chrétienne. Et ça, c'est son ouverture. Le plus étonnant, c'est que chacun de ces, je dis, les deux premiers contes, la mort de Dieu, voilà la conséquence du ralliement à la République, et deuxième conséquence du ralliement à la République, la perte du sentiment religieux, du vrai sentiment religieux, la perte du sentiment religieux. C'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. En quelque sorte, la mort de l'homme. Très joli de dire aux gens, il faut essayer de garder sa liberté de penser. Oui, mais si vous n'avez plus un moyen de l'exprimer de manière claire, de façon naturelle et surnaturelle, c'est fini. La société est finie. C'est le drame actuel devant lequel se trouvent les ecclésiastiques. Ils le savent très bien, d'ailleurs. Les jeunes ecclésiastiques le savent très bien. Ils l'ont mieux compris que les anciens, à mon avis. Et alors, ça, c'est les deux premiers. Et chacune des séries des contes se termine par ce que j'appelle un conte-jeu, c'est-à-dire où Maurras se met en scène. On a cru, les exégètes du chemin de paradis, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, s'imaginaient que Phidias c'était Maurras, que Euphorion c'était Maurras, pas du tout. Maurras n'a jamais dit cela. En revanche, il y a, à la fin de chacune des séries des 3 contes, il y a un conte-jeu. Et là, il est totalement stupéfiant. Alors je vous dis les choses parce que ça fait des années et des années que je les dis sans les dire, parce que je n'ose pas trop les dire, et que ce soir, je me sens de le dire. Maurras décrit sa vie à l'avance. Il a 23 ans. Il décrit sa vie à l'avance. Et sa vie est un rapport avec une belle dame, c'est toujours ça, que vous retrouvez également dans ses poésies. Une belle dame qui est la plus belle de toutes les dames. Elle, c'est la reine des nuits. Et elle vit dans la lune. Mais pour y parvenir, il faut qu'il plonge dans un étang. C'est extraordinaire. Et toute cette symbolique est extraordinairement agencée. L'étang, c'est la vie politique. La mer, c'est la grande considération historique, c'est la vie de l'Église. Le soleil, c'est l'autorité religieuse. La lune, c'est l'autorité politique. Et le jeune Maurras est embarqué et deviendra une sorte de vieux sage dans le lit de la lune. Et là, il y a, dans un style incomparable, absolument incomparable, il décrit ce qu'est cette belle dame en faisant un rapprochement avec les dames qu'il a pu aimer sur la terre et qui sont tout simplement la critique philosophique, la critique littéraire et finalement Lucie qui est son sublime amour et qui est tout simplement la France. Et en fait c'est faux. Mais ça représente exactement ce qu'a été la vie de Maurras, c'est-à-dire que là-haut, il y a une certaine France qui devrait être intelligente, mais qui ne veut pas comprendre, parce qu'elle se berce des mêmes illusions, de l'unité, de l'union, où il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de confrontation, il faut que tous les Français se retrouvent, et puisque pour le moment c'est la République, ben ça sera la République. Et tout ça est mis dans un dialogue. Alors c'est pas compréhensible à la première lecture, hein, sauf quand on interprète. Et quand c'est interprété, c'est à mon avis exactement ça. Et finalement, Maurras, après avoir été d'une certaine manière idolâtré par cette France, et c'est vrai, elle l'a porté jusque à l'Académie française, il faut quand même le faire. Et c'est vrai que Maurras a eu un prestige entre les deux guerres. Aucun homme n'a eu un prestige intellectuel comparable à lui. Aucun. Et c'est ce qui explique la jalousie des petits. Dans un cas pareil, c'est toujours le cas. Et puis il est rejeté. Et à la fin, cette belle dame le renvoie. Et le renvoie méchamment. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors il y a une scène extraordinaire à la fin, où il aperçoit encore la belle dame à travers un carreau, un vitrail. Et il y a une sorte d'échange amoureux, mais qui est un échec. Tout est échec. Dans le chemin de paradis, tout est échec, et c'est pourtant un chemin de paradis. Le ralliement à la République est un échec du point de vue des idées religieuses, premier compte. Du point de vue des sentiments religieux, c'est un échec. Troisièmement, Maurras va essayer d'y substituer autre chose, une sorte d'alliance de sa rationalité avec le sentiment de la belle dame qui est dans la lune, et qui est donc la France chrétienne, et ça ne marche pas.
Et alors il y a 3 contes suivants qui sont des contes politiques qui s'intitulent Volupté. Et pourquoi s'intitule-t-il Volupté? Parce qu'il va prendre l'un après l'autre les différents partis politiques qui constituent la France de la fin du XIXe siècle, enfin ceux qui prétendent encore régir un peu la France. Donc il y a le parti clérical. Et là, c'est le conte de Trophime, la consolation de Trophime. Et donc en 2 mots, voilà un évêque qui vient. Alors Trophime, il montre très bien dans une petite note que ce n'est pas le vrai Trophime qui a été l'évangélisateur d'Arles, mais qu'il s'agit d'un personnage mythique qu'il construit. Et il vient au nom de Pierre et Paul, c'est-à-dire au nom de l'autorité convertir, de l'autorité du pape, il vient convertir Myrto, la catin d'Arles. La catin d'Arles qui se donne à tous les hommes politiques, à toutes les fantaisies possibles et imaginables. Et Trophime, alias d'une certaine manière la Vigerie, si vous voulez, en toute simplicité, s'imagine qu'il va convertir Myrto, qui est étendu sur son lit au milieu de l'assemblée, et il va tenir un discours. Et le discours de Trophime est extraordinaire, parce qu'on voit très bien ce que devient le discours ecclésiastique à partir du moment où il cherche à séduire la République. La catin. Eh bien, ce n'est plus le Dieu un et trine, et ce n'est plus la foi du credo, mais ça devient le Dieu de l'amour. Vous connaissez la musique par cœur. Et alors Trophime parle de l'amour, et qu'il vient apporter à Myrto ce petit supplément d'âme, ce surcroît de spiritualité dont elle a besoin pour survivre. Et ça se termine mal, puisque Trophime, c'est ce qui s'est passé pour l'opération du ralliement, c'est que Trophime est tout simplement lapidé par les autres politiciens qui sont dans l'Assemblée populaire. Alors, autre conte, c'est Eucher de Lille, et là c'est le Parti populaire. Alors, vous voyez, le Parti clérical a échoué, Parti populaire. Alors lui, c'est extraordinaire, parce que ce vieux pêcheur qui est habitué à la pauvreté, tout à coup, on lui fait croire, ou il se croit illuminé, et il a trouvé au fond de l'étang c'est la vie politicienne, un prince. Il voit un prince dans le fond de l'étang qui semble doté d'une vie comme surnaturelle. C'est tout simplement l'utopie. C'est aussi une des conséquences du ralliement à la République. C'est que tout le monde se met à avoir son utopie princière. Chacun est prince, chacun est roi. Et alors, il essaye de le sortir de l'étang. Et Eucher, au fur et à mesure qu'il le sort de l'étang, il s'imprègne de la pourriture que ce pauvre corps qui émerge répand autour de lui. Et évidemment, c'est un échec. Et dernier conte, qui est un conte où il dit « je », mais il raconte l'histoire du Parti conservateur. C'est un ami et qui vit une étrange vie et qui prétend survivre tout en ayant le goût de la mort. Et alors, c'est les héritiers de la pensée libérale, aristocratique du XIXe siècle. Ben oui, on me prend mes châteaux, mais c'est normal. On me prend ma famille, mais c'est normal. On me prend mes biens, mais c'est normal. C'est l'évolution de la société, on ne peut pas faire autrement. C'est la démocratie qui progresse. Et alors, Maurras raconte ça sous forme très amusante. Et l'homme est encadré de ces 2 maîtresses qui sont évidemment, qui représentent chacune de manière allégorique le libéralisme catholique et le libéralisme politique qu'il chérit, mais en fait c'est lui-même qu'il chérit. Et il est destiné à mourir, et le conte est de 1893, et c'est l'échec du Parti conservateur en 1893 aux élections législatives, 3e échec du ralliement. Alors reste la dernière partie des 3 derniers contes, qui s'intitule Harmonie. Et le premier conte, c'est le conte de la bonne mort. C'est celui qui a fait, avec celui des serviteurs qui suit, qui a fait couler le plus d'encre. En quelques mots, il s'agit d'un jeune homme, Octave de Fonclare, qui a 13-14 ans,
et qui va être admis à sa communion privée, et qui est préparé par les 5 heures, par les prêtres des 5 heures de Jésus et de Marie. Alors l'univers d'Aigues est un univers de couvent, et en réalité, je vais très vite, il s'agit tout simplement d'une représentation allégorique, non pas de Maurras, contrairement à ce qu'a dit Boris Cyrulnik, pas du tout, ou Albert Thibaudet. Il s'agit de l'histoire du jeune parti royaliste après les années 1877, c'est-à-dire il lui donne 14 ans environ. Et ce jeune homme a connu la bibliothèque de ses parents, de son père. Et dans la bibliothèque de son père, il y avait des livres, et alors Maurras tourne ça de manière très amusante, des livres dits libertins. Et en réalité, c'est l'histoire de ce parti de jeunes catholiques royalistes qui se trouve, au moment du ralliement, pris dans une espèce d'étau épouvantable, où j'obéis à mes réflexions naturelles, et à mes impulsions naturelles, et à mes sentiments naturels. Et donc, par conséquent, je me livre d'une certaine manière à des passions. Ou bien, j'obéis au pape, à mon confesseur, et je suis obligé d'être castré, de ne pouvoir rien faire. Et Maurras raconte cette histoire, parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 1892-1893. L'histoire de cet élève qui est au milieu d'autres élèves, c'est la fameuse union catholique de l'époque, où il y avait tous les différents partis, alors qu'ils dorment tous comme des anges dans des linges blancs, où on ne fait rien et où on dort, et où on écoute les bons pères qui vous donnent des absolutions. Ou bien, vous avez la volonté de réussir quelque chose, et évidemment, vous avez des passions, et les passions, chez Maurras, sont représentées par des femmes, comme ça s'est toujours fait dans tous les récits allégoriques. Et alors il raconte les tentations de ce jeune homme, et comment il veut rester catholique, et comment il va se confesser. Alors entre nous soit dit, Maurras connaissait quand même sa religion. Tout le monde sait que sentir n'est pas consentir, et qu'un jeune homme qui éprouve des sentiments, c'est une banalité extrême, mais c'est pas pour ça forcément que c'est un péché. Ça peut être juste une imperfection. Bref, tout le monde sait ça. Et un rêve n'est pas en soi coupable, en soi. Donc tout ça, c'est évidemment voulu. Maurras le raconte à sa manière, pour montrer la contrainte insupportable. Et il veut s'en sortir parce qu'il veut rester à la fois pur, il veut rester fidèle à sa foi, et il veut rester également en accord avec sa nature profonde. Comment résoudre ce problème? C'est captivant, c'est captivant. Et alors, finalement, on lui donne le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Alors, inutile de dire que là aussi, c'est imagé, c'est symbolique. Et alors, il va essayer de tromper Dieu. Et quand je dis Dieu, c'est bien cela. Parce qu'à l'époque, on disait, et j'en ai à l'occasion, parce que j'ai écrit sur tout ça des quantités de pages, c'est incroyable. Les journaux catholiques de l'époque, l'Univers, que sais-je, tous, la parole du pape obligeant les catholiques français à rallier la République était considérée comme des paroles divines. C'est-à-dire que l'infaillibilité pontificale, le dogme de l'infaillibilité pontificale, qui est un dogme qui limite l'autorité, qui bien sûr la dote de l'infaillibilité, mais le dogme de Pie IX, c'est dans le cercle étroit de la définition de la foi et de la morale, avec un caractère solennel. Le ralliement à la République n'avait absolument pas ce caractère. Quand Léon XIII parle du ralliement à la République et du calcul qu'il fait, il n'est pas infaillible, évidemment. Et donc on trompait les gens en se servant de ce dernier dogme pour couvrir l'autorité de Léon XIII d'une autorité supérieure à celle qu'il avait dans le domaine politique. Je ne sais pas si je m'explique bien. Et c'est tragique, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, le jeune homme ne peut pas s'en tirer, et donc il va se diriger vers le suicide. Mais ce n'est pas un vrai suicide. C'est pas un vrai suicide. Il s'arrange pour avoir une sorte de complicité avec la Sainte Vierge. Il s'entoure du scapulaire, et comme la Sainte Vierge a promis qu'il serait sauvé
s'il garde le scapulaire, il essaie d'expliquer à son confesseur qu'il arrivera à son but. Et que fait-il? Eh bien, il va sur le parapet de pierre, il va se suspendre à la clé du parapet de pierre. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand on fait le rapprochement avec la Gazette de France de l'époque, vous avez des articles où se trouvent exactement les mêmes mots, et que Maurras reprend pour expliquer. Le royaliste ne peut s'en tirer, et à ce moment-là, il garde toute sa liberté, et il est comme un prophète. Maurras se décrit comme un prophète, dans les rayons du soleil levant. Il ne peut s'en tirer qu'en sortant, qu'en se recommandant de la seule infaillibilité limitée à ce qu'elle doit être, et en se libérant de la contrainte cléricale à laquelle il était soumis. Alors, c'est le conte de la Bonne Mort. C'est extraordinaire parce qu'il l'a republié en 1926, et on est toujours dans la même situation, hein, ça n'a pas changé. En quelque sorte, pour vous dire les choses de façon très claire, Maurras dit, puisque c'est plus possible d'aller à Reims en non-Dieu, jusqu'alors les royalistes pensaient qu'on allait à Reims en non-Dieu, en non-Sacré-Cœur. Au XIXe siècle, c'était ça la pensée. Eh bien, Maurras dit, on ira à Reims en non-nature et en non-histoire. Et donc, j'invoquerai l'autorité d'Auguste Comte, de Renan, de Taine. Alors ça me mettait en colère, évidemment, les cléricaux, qui ne comprenaient pas. Mais c'était remarquable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est venu le chercher, et qu'en 1926, on lui a dit, mais attends, t'es païen, c'est pas possible. Oui, mais je suis païen pour garder ma liberté de royaliste. Non, non, tu dois te faire chrétien, répond le pape Pie XI. Pour qu'à ce moment-là, on puisse te condamner, et puis que tu sois obligé de devenir démocrate, et démocrate chrétien. Pardonnez-moi, je caricature, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Alors le conte suivant, c'est le conte des serviteurs. Le conte des serviteurs, on a cru que c'était encore Maurras qui se mettait en scène, pas du tout, c'est Criton, c'est l'histoire de l'esprit grec à travers les âges. Criton meurt à Athènes, 4e siècle, et on suit toute l'histoire de Criton, l'esprit grec. Puisque Octave de Fonclare est obligé de se suicider, eh bien il faut prendre un relais. Et le relais nous vient de la vieille Grèce. Et d'où le pèlerinage que Maurras a fait à Athènes. Et donc je vais restaurer le jugement critique, Criton. Et avec ce jugement critique de Criton, je vais être capable de restaurer les valeurs sur lesquelles, les valeurs intellectuelles sur lesquelles il faut miser pour une restauration en France. Alors c'est étonnant, ce Criton passe le Styx, il rentre dans les Champs-Élysées, c'est-à-dire dans l'église, il rencontre 5-6 jeunes fleuves qui portent leur couronne d'épis mûrs et de blé moissonné et qui dorment sur les puretés des ondes originelles, c'est tout simplement les sacrements qui sont représentés. Et il s'endort pendant des siècles, il se réveille, première renaissance du XIIe, deuxième renaissance du XIIIe, XIVe siècle, et ensuite il a une tentation de retourner en Grèce dans l'ordre naturel, mais très sagement, il y renonce, parce qu'il ne veut pas, là-haut, rencontrer le Christ hébreu, dont Maurras donne la date de ce fameux Christ hébreu, il dit la 373e Olympiade, c'est-à-dire 1521, c'est-à-dire Luther. Et Criton devient tout simplement l'esprit royal français, qui est tenté à un moment de retourner dans l'ordre naturel, et qui reste la monarchie française, et à la fin, Criton rayonne comme un soleil, comme Louis XIV. Et le dernier conte, l'hymne à la louange, de la double louange de la mer, à la double vertu de la mer, eh bien c'est de nouveau un dialogue, c'est un conte-jeu. Maurras parle à la belle dame, au cap incomparable où sans nous être aimés, nous nous sommes compris, et sans avoir osé descendre jusqu'à la version déclarée, nous avons reconnu la différence de nos cœurs. Je suis revenu seul pour songer à vous, mon ami. C'est écrit dans une langue d'une beauté, bon, il ressemble un peu à celle de Barrès, d'Anatole France, de Bossuet, admirable. Et c'est un dialogue avec une belle dame, qui est la France,
qui devrait écouter sa leçon de sagesse. Il lui montre la mer et les fruits de la mer. Mais elle a de mauvais conseillers qui lui font croire qu'elle va se perdre elle-même si elle est elle-même. Vous avez reconnu ? Et là, une fois de plus, c'est un échec. Le conte est admirable, c'est d'une beauté, c'est difficilement discernable, et cependant, c'est ce qui s'est passé. Et donc, Maurras écrit son échec à l'avance, il sait qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas à convaincre parce que la France à qui il parle, qui est la France traditionnelle, la France chrétienne, la France catholique, est déformée par ce qu'il appelle des sophismes, par de vains sophistes, et puis parce qu'elle est mal mariée par l'Église et par l'État à un homme qui la trompe, qui la paye. Voilà, c'est extrêmement touchant, et j'espère vous avoir convaincu. Je ne suis pas sûr que lisant comme ça, de but en blanc, Le chemin de paradis, vous arriveriez à retrouver tout ce que j'ai pu vous dire ce soir. Je ne dis pas ça du tout par prétention, mais parce que, de fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à percer ce mystère. Mais sachez que toute la poésie de Maurras tourne autour du même thème. Tourne autour du même thème et jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour que la France se libère de ces sophistes pour qu'enfin elle voit clair sur les conditions de son salut politique. Puisque c'est ça ce qui me préoccupe. Les conditions du salut politique de la France qu'il aime par-dessus tout. Alors pour finir, je vous citerai simplement un poème de Maurras. Je dis, tous les poèmes de Maurras sont du même ordre. Du même ordre. On n'a pas voulu le comprendre, si j'ose dire. Enfin, on a cru que c'était des petits poèmes comme ça, mais pas du tout. Tous les poèmes doivent s'interpréter comme un dialogue permanent d'un sage avec une dame qui a tout pour comprendre, qui est la plus intelligente, la plus cultivée, qui est faite pour régner sur le monde et qui est empêchée de remplir sa vocation parce qu'on l'a ralliée à la République. C'est fabuleux, parce que c'est un résumé de toute notre histoire au cours de ces 200 dernières années. Et qu'on a rallié à la République comme à une religion, et c'est les autorités ecclésiastiques qui ont obligé la France à se rallier à cette République, à cette autre religion. Ce qui a fait que la religion elle-même s'est détériorée. Je ne redirai plus à vos pieds ma détresse. En voici le soupir, ô mon unique Dieu. Vous, ma force, vous, ma faiblesse, vos regards éloignés brûlent comme du feu. Mon malheur est venu d'avoir aimé votre âme, mieux que tous vos parfums, plus que votre beauté. Comme vous en doutiez, dure argile de femme, sachez que votre esclave est dans ma volonté, c'est moi qui ne veux plus bannir une chimère de ce cœur mâle et doux que vous exténuez. Je ne choisis, je ne préfère que la cruelle part que vous m'attribuez. Ma raison, c'est pas une dame, on voit très bien, ma raison n'aspira qu'à votre essence pure. Je reconnais en vous l'ordre de mon destin et le cri du désir de toute ma nature. Tout ce qui n'est pas vous est vain. Mais aux mesures de la plainte, sentez que l'espérance a bien quitté mon cœur. Sa fausse joie est plus qu'éteinte dans l'unité de ma douleur. Je crois à la bonté des ombres éternelles. Là, les silencieux persuadent un jour et cendres du flambeau de tendeur fidèle dans le lit du regret font couronner l'amour. Un jour, la France, les Français, sauront qu'il y a eu un homme appelé Maurras, qu'il aimait tellement qu'il a sacrifié sa vie pour elle, en essayant de lui transmettre un message, de lui faire comprendre une petite leçon, sous forme claire et sous forme cryptée, dans les deux registres. Et elle ne l'a pas écouté, et c'est triste. Alors, des questions? Peut-être, je ne sais pas. Oui.
Pardon. L'Église, sous Léon XIII, s'est quand même intéressée particulièrement à la France, parce que je pense qu'elle a une vocation particulière, même si... Il faut imaginer qu'à l'époque, les 3/4 des missionnaires dans le monde étaient français. Ça a duré jusqu'aux années 50. Les 3/4 des missionnaires dans le monde étaient d'origine française. Donc c'est vrai que dans la politique de l'Église, on peut comprendre. On peut comprendre. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Pie X va faire l'inverse de ce qu'a fait Léon XIII. Alors repose ta question, excuse-moi. Oui, est-ce que les églises de pays voisins ou latins ou autres ont essayé de suivre le même chemin en considérant que le message particulier pour l'Église de France était un message aussi pour eux? Je pense à l'Italie, mais peut-être d'autres pays. Je ne me rends pas compte. Non, en Italie, c'était totalement différent. Hein. Mattei explique ça très très bien. En Italie, d'abord, l'Italie a toujours été très singulière. Hein. Alors, sauf après-guerre, où ils ont essayé de constituer une démocratie chrétienne sous prétexte de répondre au fascisme, et surtout, là aussi, un peu la même idée, pour éviter la monarchie. Parce que la monarchie italienne, en principe, elle était condamnée. Pie IX avait jeté l'excommunication, mais ça n'empêchait pas le roi d'Italie ni la reine de faire leur Pâques des mains même d'un évêque ou d'un cardinal. Parce qu'en Italie, on est un petit peu moins rigide qu'en France. Je me souviens au moment des grandes querelles qui ont suivi le Concile Vatican II, les monsignors italiens disaient mais les Français, mais pourquoi vous prenez ça au tragique? L'Église a 2000 ans d'histoire, elle en aura encore 1000. Et quand Pie IX a su que Chambord refusait pour l'affaire du drapeau blanc, elle disait pour une serviette. Voilà, alors malgré tout, je pense que tous les pays du monde ont été affectés, un, par la Révolution française, et deux, par le ralliement à la République, qui pour moi est un événement mais crucial. Et c'est pas pour ça que je retire ma foi en l'Église, hein, ni même dans l'infaillibilité pontificale. Je suis sûr que le salut viendra précisément de cette institution. Mais il est incontestable que ces deux événements ont bouleversé l'histoire du monde. Et que c'est vrai, enfin, vous en rendez compte, la République française est érigée comme une sorte de doctrine supérieure. À l'heure actuelle, vous pouvez être musulman, vous pouvez être hindou, vous pouvez être juif, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être catholique, et même Macron a dit, vous pouvez soyez bien catholique, etc., à la condition que vous alliez préalablement déposer votre cierge et votre bâtonnet d'encens sur l'autel de la République. Du moment que vous reconnaissez cette autorité supérieure, après c'est possible, tout est possible. Et c'est assez extraordinaire. Je m'en faisais la réflexion l'autre jour. J'ai écrit sur le colonel Beltrame, tu as dû voir ça sur le Salon Belge, puis dans Politique Magazine. Supposons un instant que le colonel Beltrame ait été musulman, ce qui est de l'ordre du possible. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont officiels. Macron aurait fait la moitié de son discours aux Invalides sur la religion de Beltrame. Mais le fait qu'il était chrétien, ce n'était plus que de la transcendance. Et ce n'est que devant les évêques au Bernardin lundi soir qu'il a évoqué de nouveau l'image de Beltrame pour dire « catholiques, ben faites ça !» Puisque, évidemment, on est tout heureux, la République est toute heureuse d'avoir des Beltrame. Entre nous, soit dit, comment marche-t-elle? On est entre nous. Peut-être qu'il faudra couper ça, mais elle marche parce qu'il y a nos familles. Mince, quoi. Quel que soit le niveau social. Ça marche parce qu'il y a nos familles. Mais s'il n'y avait pas les ingénieurs, les officiers, etc., tout ce que, et dans le dernier des villages, le dernier des petits acteurs sociaux, qui marchait parce que, même s'il n'est pas chrétien officiellement, mais parce que c'est une tradition chrétienne de marcher, la République ne tiendrait pas.
elle n'a tenu que comme ça. Enfin, on est bien tous d'accord. C'est évident. Et ça, on ne modèle jamais. Oui, question? Oui. Réfléchissant à ce que vous avez dit, j'ai un petit fait d'aujourd'hui, 15h30, sur Facebook. On discute au Conseil économique et social une pétition réclamant l'euthanasie. Et le Conseil économique et social a rendu aujourd'hui un avis majoritaire, bien sûr. Les délégués chrétiens, catholiques pour être précis, qui étaient au Conseil économique et social, se sont tous abstenus devant cette proposition de loi, je ne dirais pas lesquels, Oui. et même un syndicaliste qui met en exergue sa catholicité l'a fait, lui sous prétexte que tout syndicat n'était pas d'accord à 100%, et les autres disant, c'est des jeunes chrétiens, ben on ne parle pas de ça, nous on parle des jeunes scouts, les jeunes mouvements sociaux, on parle d'autres problèmes, on n'est pas au courant, on écoute ce que dit l'Église. C'est-à-dire qu'ils se sont ralliés, point, liés à un régime, Oui, c'est ça. et ils ont mis leur conscience totalement aux abonnés absents. Non, mais ça date d'aujourd'hui. Hein, et ceux qui ont voté contre, apparemment, c'est pas des chrétiens. Enfin, des gens qui s'affichent chrétiens. Il y en a quand même 40 qui ont voté contre. Voilà. C'est arrivé aujourd'hui. Alors, ça n'a rien d'étonnant. Autre question? Oui. Oui. Je commence par dire que j'ai admiré tout ce que vous m'avez appris sur Maurras. Je ne connais pas tout ça, c'est tout à fait à la gloire de Maurras. Cela étant, il faut aussi regarder un autre volet, disons, plus politique. Et c'est, disons, un manque de Maurras. Pourquoi je dis ça? Parce que au fil du temps, j'ai constaté que dans la droite nationale et dans l'Action française, il y avait ce que j'appelle le mépris du peuple. Et ce mépris du peuple prend sa source chez Maurras, justement. Comment ça se manifeste? Eh bien, par une incompréhension du combat politique. Le combat politique, c'est en fait la compréhension de deux choses qui ont été découvertes en fait en 1917, je vais dire lesquelles. Et Maurras et tous les maurassiens en sont restés à l'opuscule de Maurras qui s'appelle, si mon titre est bon, et si le coup de force était possible, qui date de 1910. Et Maurras n'a pas actualisé sa pensée avec la Révolution russe. Or, la Révolution russe, faut distinguer des outils du combat politique et l'orientation. On peut avoir de bons outils et une mauvaise orientation, comme on va avoir de mauvais outils avec une bonne orientation. Quels sont ces outils? Ce sont la propagande et l'agitation. La propagande, c'est un long discours qui a pour but de présenter le projet de société pour lequel on se combat, compréhensible, un long discours compréhensible par peu de monde. Si je dis 1% de la population française, je suis large. Et en complément, l'agitation, c'est un discours de 2 ou 3 mots, compréhensible par des millions de personnes. Bon, alors, attendez, voilà. Et en fait, dites votre question. Justement, le drame de la droite nationale, et je conclus là-dessus, et de l'Action française, c'est de ne pas comprendre ce qu'est le combat politique, parce qu'ils en restent au texte de Maurras. D'accord. Alors, mais non, mais libre à vous de le penser. Hein. Ce soir, je ne faisais que vous expliquer ce qui me paraît être le cœur de la pensée et du mystère de Maurras. Je ne prétends pas vous expliquer le mystère de Maurras, je prétends vous expliquer qu'il est un personnage mystérieux. C'est pas la même chose. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on va au cœur d'un véritable problème en France. Ensuite, pour ce qui est de la réussite du mouvement, savoir comment il faut s'y prendre pour... ben oui, Lénine a réussi, Maurras n'a pas réussi. Si le coup de force est possible, c'est d'ailleurs pas tellement de lui, c'est surtout du colonel Larcon. Mais bon, c'est une autre conversation. Hein, autre question. Donc merci beaucoup. Donc en fait, moi ma question c'est les Vendéens, lorsqu'ils sont levés pour combattre, ils sont levés au nom pour le roi, enfin pour Dieu le roi. Vous n'avez pas trop la notion de la France, de Dieu et le roi. Est-ce que peut-être Maurras, son erreur mystique, je sais pas, c'est d'être trop attaché à la France, à cette dame de la France. Pourquoi? Peut-être ça l'a rendu un peu pessimiste parce qu'il la voyait. Alors que si dans sa tête il s'était plus attaché à Dieu et le roi,
et ben, peut-être que ça aurait été plus encourageant. Alors, je crois que vous avez bien compris, mais j'ajoute, il faut que je me fasse mieux comprendre, parce que c'est les circonstances qui ont fait qu'il n'a pas pu. Imaginez à l'heure actuelle des Français qui défilent dans la rue en disant Dieu est le roi. Bon, il y aurait vous, il y aurait 5 ou 6 personnes dans l'assistance, il y aurait peut-être moi, mais ça ne prendrait pas. Et c'est ce que Maurras a voulu montrer pour une raison simple, c'est que précisément l'Église ayant rallié la République, il devenait très difficile de faire un argumentaire sur Dieu et le roi. L'argumentaire devait se faire, comme je vous l'ai dit, à partir de raisons purement naturelles et rationnelles. Et c'est énorme le travail qu'il a fait, parce que cette démonstration, elle reste impeccable en elle-même, absolument impeccable. Et alors, bien, ensuite, on est dépendant des circonstances. Vous savez, malheureusement, la France a vécu beaucoup d'épreuves, pas simplement que depuis la Révolution, bien avant. Hein. Il y a eu Jeanne d'Arc. Mais voyez-vous, Jeanne d'Arc, même Jeanne d'Arc, on est entre nous, on peut parler, il n'y a pas de clerc ici dans cette assistance. Il a fallu que les clercs s'opposent à elle. Elle a été condamnée par 42 docteurs de Sorbonne, prêtres, chanoines. Monseigneur Cochon. Et puis Monseigneur Cochon, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour vous dire, c'est pas du tout que je sois anticlérical, puisque j'ai passé ma vie à défendre les curés. Mais il y a un ordre politique. Et quand Dieu intervient dans l'histoire de France, c'est assez net avec Jeanne d'Arc, mais elle est obligée de faire front à des gens qui veulent la condamner parce qu'ils ne veulent pas admettre les raisons politiques du combat de Jeanne d'Arc. Et alors c'est pas parce que Jeanne d'Arc disait mais en plus de ça j'ai des voix, mais en plus c'était pour elle un devoir politique. Et Maurras a repris le devoir politique. Est-ce que j'ai répondu? Une deuxième Jeanne Oui. d'Arc. Oui, ça nous serait bien utile. Oui, quelqu'un, Jacques, vous vouliez poser une question? Merci Monsieur de Cramier de ce exposé très intéressant. Moi j'ai un mystère concernant Maurras. Maurras a fait voyage à Athènes. Athènes, pour nous Français, dans notre éducation, c'est le siècle d'or, c'est la démocratie. J'ai pas lu de Maurras, de la part de Maurras, d'écrit sur justement ce siècle d'or, sur la rencontre avec la démocratie, pour en dire du bien ou du mal, je ne sais pas. Mais est-ce que vous aviez des lumières sur la question et vous expliquez pourquoi Maurras n'a pas rencontré la démocratie à travers la Grèce? Non, il a rencontré exactement l'inverse. Il a rencontré exactement l'inverse. C'est pas qu'il a négligé la partie historique. Mais Maurras n'était pas un historien. Hein, c'était un homme de combat d'idées. Hein. Et quand il est allé à Athènes, il y est allé dans l'esprit de retrouver la tradition de la raison. Il a écrit des textes qui sont aussi allégoriques et qui peuvent être à la limite du blasphème, d'une certaine manière, quand ils sont compris dans un sens immédiat au premier degré. Et en réalité, ce qu'il voulait aller saluer à Athènes, c'était l'esprit critique. C'était l'esprit critique. Moyennant quoi, les institutions athéniennes étaient ce qu'elles étaient. Et il faut bien dire qu'en un siècle, comme l'a montré très bien Thucydide, en un siècle, la démocratie athénienne s'est détruite elle-même. On peut lire dans Aristophane, comment s'appelle cette pièce de théâtre qui est si drôle, on voit apparaître Cléon sur scène, qui s'amène avec ses saucisses, et qui est le type même du démagogue qui s'est emparé de la démocratie athénienne. Alors, je pense qu'on pourrait très bien intégrer le mot de démocratie à la condition de lui enlever le caractère
sais pas comment dire, le caractère métaphysique que nous lui avons donné essentiellement depuis Rousseau. Je ne suis pas absolument sûr que l'Athénien moyen, la plupart des Athéniens philosophes étaient extrêmement réticents pour les institutions telles qu'elles se présentaient à Athènes. Mais il la respectait, Socrate les a respectées. Il a été condamné par la démocratie athénienne. Il a été condamné à la mort, et pour des motifs totalement faux, et notamment d'impiété. Mais je ne crois pas que chez les Athéniens, même dans ce cadre-là, il y avait cette idée métaphysique que nous avons chez nous, et qui nous vient essentiellement de Rousseau, et sur lequel est bâti notre droit constitutionnel. Eux, c'était... Vous savez, le tirage au sort avait une grande importance à Athènes. Je ne suis pas sûr que le tirage au sort serait à leur Athènes. Je ne dis pas d'ailleurs forcément que ce soit une bonne chose, mais les vices de la démagogie sont tels, et Athènes a beaucoup souffert de l'esprit de parti. Quand ils s'ostracisaient les uns les autres, et souvent les meilleurs. Donc je crois que Maurras a tiré la leçon historique d'Athènes, mais c'est pas tellement cela qu'il est allé chercher. Et ce soir, je vous parle de Maurras, je vous parle pas. Je veux bien faire une conférence un jour sur Athènes et les leçons d'Athènes, mais ce que je crois qu'a cherché Maurras quand il est allé à Athènes, c'était c'était aussi très allégorique dans son esprit, très symbolique. Je vais pour retrouver la raison. Il y a un texte de lui assez étonnant qui s'appelle Noël païen. Comme il a ses contes païens, il a son Noël païen. Et il décrit, puisqu'il est allé ensuite au British Museum pour aller voir les débris de ce qu'avait rapporté Lord Elgin du Parthénon, et il essaye de reconstituer ce qu'a été le tympan de la partie orientale du Parthénon. Et c'est un texte qui est magnifique, dont il y a une version qui est très peu connue, parce qu'on ne connaît que les livres, on ne connaît pas les articles que Maurras, il l'avait donné en forme d'article dans la revue Bleue. Et je l'ai lu, et ce texte a une allure religieuse, et comme il y a 3 femmes qui sont disposées sur ce triangle, il donne les 3 noms des 3 vertus théologales à ces 3 femmes, la foi, l'espérance et la charité. C'est très stupéfiant, très stupéfiant, ça mérite des explications incontestablement. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? À peu près. Pas tout à fait. Mais on peut faire une conférence sur la démocratie athénienne, mais ce n'était pas le sujet de ce soir. Je pense que pour Maurras, le génie athénien, c'est Criton, là, dont je vous ai dit, pour le compte des serviteurs. Alors on a toujours pris les serviteurs, j'en profite pour rajouter un petit quelque chose. Les serviteurs, on a cru que c'était un éloge de l'esclavage, ça a été écrit au moment dès les années 1900, 1905, et puis ensuite ça a été repris en 1926. Mais les serviteurs, ce sont les esclaves de Criton, ce sont les arts. Et d'ailleurs ça se voit très très bien dans le texte, il s'agit des arts, c'est-à-dire l'esprit de l'humanisme rassemble les arts dans une structure qui est hiérarchique et qui est au service de l'homme. Ça n'a pas du tout un éloge de l'esclavage. Oui, encore une autre question ? Oui, on peut voir dans les récents appels du pape François à aider les migrants, les pays, etc., à une sorte de nouveau ralliement qui va plonger la France dans le marasme et l'envahissement. Oui, mais on ne va pas faire d'actualité, si vous voulez bien. On ne va pas faire d'actualité. Et j'ajoute une chose. L'autorité spirituelle peut parfaitement intervenir dans ce domaine, dans son domaine, pour rappeler des principes, notamment les principes premiers de la charité. Mais autre chose est une intervention qui prend un caractère politique, ce qui a été le cas du ralliement. Peut-être pas dans la volonté immédiate de Léon XIII, comme je l'ai expliqué, mais c'est traduit de cette façon-là. Parce qu'avec la République, on ne peut pas faire autrement. Nos institutions sont des institutions dont les logiques internes
Ce sont des logiques. Hein. Je parlais tout à l'heure de Rousseau, l'idée de la volonté générale, etc. Tout ça, c'est des principes. Une fois que vous entrez dans ces principes, vous êtes broyé, vous allez jusqu'au bout. Type Robespierre. Oui. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des académiciens prestigieux de l'Académie française et maurassiens. Je ne comprends pas qu'il n'existe pas encore une édition en Pléiade, le dictionnaire politique et critique de Maurras. C'est un instrument de travail, une richesse inépuisable. Oui. Je suis totalement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, vous cherchez dans le dictionnaire politique et critique ce qu'a fait un garçon un peu honnête, je ne me souviens plus de son nom, le mot antisémitisme, puisque c'est là-dessus qu'on le catalogue. Bon, on ne le trouve pas. Évidemment qu'on ne le trouve pas. Oui. Mais c'est assez. Mais vous avez raison, c'est pas normal. Alors prochainement, c'est dans Politique Magazine, vous avez aux éditions, c'est chez Perrin, je crois, vous avez une édition qui reprend un peu un certain nombre de textes de Maurras, notamment son Navire de l'intelligence, et c'est très utile parce que ce n'est pas normal que cet auteur soit ignoré. Non, mais je parle d'un simple point de vue littéraire. La langue de Maurras est une langue incomparable. C'est pas parce que je l'aime que je le dis, mais je l'aime, je le dis et je l'affirme. Et je suis convaincu que parmi les 10 personnes qui ont donné leur démission du Haut Comité, il y en a un certain nombre qui connaissent. Lisez Les 4 nuits de Provence, c'est parmi les plus beaux textes qui ont été écrits entre les deux guerres. C'est absolument magnifique. Il y a également un texte moins connu qui se trouve dans Marseille en Provence. Oui, Marseille en Provence. Oui. Voilà, il y a une générosité. Oui. C'est absolument rien le racisme, et qui est évoqué souvent, ce qui concerne son origine d'Appel. Bien sûr, oui. Maurras n'était pas raciste. La preuve en est, c'est qu'il a passé toute une première partie de sa vie à descendre Gobineau, qui était l'auteur aimé d'une certaine élite française. Rousseau gentillâtre. Rousseau gentillâtre, oui. L'échec de Maurras lors de son vivant n'était-elle pas une nécessité pour la restauration de la monarchie telle qu'il a conceptualisé? Car s'il était vivant, la monarchie n'aurait peut-être pas été réellement libre de son emprise. Attendez, répétez votre question, que je comprenne. Mais non, mais je crois que vous soutenez un apparent paradoxe, mais je pense qu'il... L'échec de Maurras lors de son vivant n'était-elle pas une condition à la restauration de la monarchie telle qu'il a conceptualisé? Car s'il était vivant encore lors de la restauration, la monarchie n'aurait pas été réellement libre. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je vous ai parlé de cet échec parce que je pense que lui-même l'avait intégré dans sa propre conception et qu'il savait que ça ne... mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'a pas tout entrepris pour réussir vraiment. Et donc vous êtes, si j'en juge, puisque vous êtes une bande sympathique d'étudiants dans le fond, là, et que vous êtes venus écouter sur cette question-là, il faut poursuivre. Lui, à aucun moment, il n'a arrêté avec beaucoup de courage. C'est pas parce que j'ai lu des poèmes, parce que de fait, les poèmes de Maurras sont en fait tristes, mais cependant, c'était un homme plein de joie et plein de force, plein d'espérance. Je ne conduis vers mon tombeau regret, désir, ni même envie, mais j'y renverse le flambeau d'une espérance inassouvie. C'est splendide, je pourrais en citer des centaines de vers et de Maurras que je connais par cœur. C'est magnifique. Mais ce que j'ai voulu vous montrer ce soir, c'est ce côté un peu, comment dire, prophétique. C'est-à-dire qu'il a vu à l'avance le mal qui allait se faire et il a compris que ça détruirait un certain nombre de ressorts sur lesquels on ne pourrait plus s'appuyer. Mais Maurras avait de la chance parce que, entre nous soit dit, en son temps, il y avait encore un public. Quand Maurras a commencé, il y a eu un public qui l'a rallié. Entre les deux guerres, l'Action française tirait à 80 000 exemplaires. C'était pas rien. Imaginez aujourd'hui. Et on a tout fait pour détruire. Il y avait un public, c'est-à-dire qu'il y avait encore une civilisation, il y avait encore des gens qui lisaient. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui tout est perdu, mais ce qu'il y a de difficile aujourd'hui, c'est de se faire entendre. Tous les moyens. La force de Maurras, c'est d'avoir eu le courage de constituer lui-même avec ses amis, parce qu'il n'était pas seul. Et jamais Maurras n'a été un homme seul. Il est un homme seul dans son mystère, mais ce n'est pas un homme seul. Il était avec Bainville, avec Daudet, avec Vaugeois, Pugeot, etc. Tous ceux dont vous
dont vous devez connaître les noms. Et ils ont ensemble essayé de constituer une contre-école par rapport, ils avaient créé un institut qui était l'Institut d'Action Française, où il y avait des chaires où on devait parler de la question de la réforme sociale. Et imaginez qu'il y avait une Action Française ouvrière qui tirait à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, une Action Française agricole qui tirait également plusieurs dizaines d'exemplaires. C'était un rayonnement considérable. Et Maurras, tout le monde le savait, il méritait l'Académie française et tout a été fait pour qu'il aille à l'Académie française. C'est le seul académicien, je crois, le seul, qui ait fait toute la dernière partie de son discours sur Notre-Dame. Ensuite, on vous dit c'est un athée. C'est beaucoup plus compliqué que ça, comme disaient mes vieux professeurs. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, écoutez, on a fini. Vous avez de quoi voir. Je suis là à parler avec un nouveau d'entre vous trouverez Politique Magazine, n'hésitez pas à en prendre, même prenez-les gratuitement. Et puis la revue Universelle, ils viennent de paraître et je pense que ça vous intéressera. Et pardonnez-moi si j'ai été un petit peu trop long, mais il fallait expliquer quelque chose de difficile. Merci. Le prochain rendez-vous. Alors, ah oui, le prochain rendez-vous. 15 mai. Le 15 mai, Gérard Leclerc viendra ici pour nous parler de mai 68. Le 15 mai.